Merci. Je vais vous faire un focus justement sur la synthèse d'oxyde de titane sous forme de solution colloïdale en vue de les utiliser comme couche transportrice d'électrons. Ensuite, un travail qui a été fait en partie en collaboration avec le CEA et l'équipe de Solène qui vient de vous présenter ses résultats sur des cellules OPV. Voici le plan de ma présentation. Je vais vous rappeler quelques contexte de l'OPV hybride, quelques généralités aussi sur les procédés chimiques d'élaboration d'oxyde de métaux de transition comme couche collectrice d'électrons, et puis 2 exemples qu'on a mis en œuvre à l'Institut des matériaux de Nantes. Comme Solène a fait déjà une introduction sur le PV organique, vous savez déjà que l'accepteur, enfin la couche active, pardon, est constituée de 2 polymères, un polymère donneur et accepteur. Et les molécules sur lesquelles on a travaillé sont des molécules commerciales, constituées d'un polythiophène ici, qui est le donneur d'électrons, et d'un dérivé de fulérène ici, qui est l'accepteur. La couche active est donc comprise classiquement, historiquement, entre une couche transparente conductrice ici qui est en face avant et un contact arrière pour collecter les électrons. Une des problématiques, vous l'aurez comprise, effectivement, réside dans la gestion de la durée de vie de telles architectures. Et avec des origines de dégradation diverses qui peuvent être liées à la nature même des polymères, donc qui ne vont pas me concerner dans mon activité de chercheur. Mais ce que je peux faire, moi, dans ce type d'architecture, c'est travailler sur des couches interfaciales hybrides d'oxydes qui vont permettre de limiter la sensibilité à l'oxygène et l'eau et limiter les problèmes de corrosion entre l'interface polymère et électrode. Donc, c'est des idées qui sont apparues dans la littérature au cours des années 2000. Donc, vous avez ici une vue schématique d'un diagramme énergétique d'une cellule OPV avec dans la partie polymère donneur la génération de paires électrons-trous et puis donc les couches interfaciales que l'on intercale entre la couche active et l'électrode avant ici qui sont soit des oxydes de type P, tels que NiO, mais qui peuvent être également des oxydes de type N, tels que des oxydes de métaux de transition comme l'oxyde de molybdène, de chrome, de tungstène ou l'oxyde de vanadium. Donc de l'autre côté, c'est sur de ce côté que je vais focaliser mon exposé aujourd'hui. Donc il s'agit de séparer la paire électron-trou en transférant l'électron vers la molécule acceptrice qui est à base de fulérène et ensuite de collecter cet électron pour l'acheminer vers le contact arrière, donc via classiquement deux oxydes qui sont phares dans le domaine, qui sont TiO2 ou ZNO. Donc, si on s'intéresse un peu au procédé chimique d'élaboration de ces couches, donc ce qui est répertorié dans la littérature et qui est repris depuis le début des années 2000. Bon, par exemple, pour ZNO, une procédure assez classique consiste à préparer une solution colloïdale formée de nanoparticules de ZNO. Ici, vous avez un exemple de particules de 5 nanomètres. Et puis, si on est habile dans la redispersion et la redilution à l'issue de la synthèse, eh bien, on peut fabriquer des films de ZNO denses qui auront les bonnes propriétés de transport d'électrons. Alors, pour l'oxyde de titane, la situation est un petit peu plus délicate, comme ça avait été montré dans les exposés précédents en ce qui concerne les perovskites. Effectivement, le choix de précurseurs est relativement plus réduit et les alkoxides, qui sont les réactifs de choix pour les oxydes de titane, donc sont utilisés pour former des sols et des gels en milieu organique. Et le contrôle de l'hydrolyse est assez délicat. Donc, si on veut travailler à l'abri de l'eau, eh bien, effectivement, on va avoir besoin de sécher et de recuire à haute température la couche d'oxyde de titane afin de la faire cristalliser. Donc, si on la dépose à température modérée, on voit ici sur le diagramme de diffraction une couche amorphe, pas très rugueuse, de bonne qualité, mais qui n'est pas cristallisée. Et il convient de dépasser des températures de recuit de 400 degrés pour amener la cristallisation de cette couche.
Donc nous, on a une approche un petit peu différente. On va travailler sur le précurseur en particulier. Et je vais vous illustrer l'intérêt de ce précurseur que l'on fabrique au laboratoire et qui nous permet de ralentir l'hydrolyse du titane de telle sorte à gérer la cristallisation de nanoparticules. Donc ce précurseur à cette formulation un petit peu compliquée ici est obtenu assez facilement à partir d'une solution commerciale d'oxychlorure de titane. Il se présente sous forme de cristaux centimétriques qui sont stables à l'air, qui sont faciles à manipuler et qui sont parfaitement solubles dans des solvants polaires. Donc, les premiers travaux que nous avons conduits ont été menés dans l'eau. En jouant sur le pH, on peut contrôler la variété, la forme des particules d'oxyde de titane. Donc ici, je vais vous présenter deux exemples où on a travaillé plutôt en milieu organique. Et donc, le choix des milieux organiques sont dictés par la mise en forme que l'on va faire derrière, sous forme de film. Et ici, classiquement, si on regarde la littérature sur les oxydes de titane, un moyen de structurer et de facetter des cristaux consiste à utiliser des surfactants, donc qui sont des molécules organiques à chaîne longue, avec une tête polaire, ici une tête de type acide carboxylique, ou bien ici une tête de type amine. Donc il y a beaucoup d'études répertoriées qui mettent en œuvre des alkoxydes. Donc nous avons fait des études avec notre précurseur ici, notre oxychlorure. Donc nous avons pu montrer que à des températures de réaction de 120 degrés, nous n'avons pas de cristallisation de notre matériau. La cristallisation commence à 160 degrés et on voit ici sur ce diagramme de diffraction de rayon X que les particules que nous avons formées sont des particules de TiO2 de variété anatase à des températures de 180 degrés. Donc si on regarde en microscopie électronique en transmission, donc en fonction du rapport et de la quantité d'amine que l'on va ajouter dans le milieu réactionnel, eh bien, on peut faire varier la taille, donc de particules relativement petites de 5 nanomètres jusqu'à des particules plus allongées, de forme relativement classique pour la variété TiO2 anatase, puisque cette forme rhomboédrique allongée est la forme de cristaux thermodynamiquement stables qui conduit à la croissance des faces qui sont celles qui vont pousser le plus rapidement. Et effectivement, on contrôle bien par microscopie électronique en transmission, ici par haute résolution, que l'axe de zone que l'on a développé, c'est l'axe de zone 1,1,0, et que les faces que l'on développe sont bien celles auxquelles on peut accéder de manière classique. Où c'est intéressant, c'est qu'ici, en modulant la quantité de surfactants, et en particulier en introduisant plus d'acide carboxylique, pour un chimiste, c'est assez classique de considérer ce genre de molécules comme des molécules très bonnes qui vont complexer de manière très forte les cations métalliques, en particulier puisque dans la mesure où la distance oxygène-oxygène de la tête polaire est compatible avec la longueur d'une arête TiO6. Et on voit justement ici, sur cette micrographie, on peut identifier que cet axe de zone ici est un axe de zone 1,1,1, qui est un axe de zone un peu plus difficile à obtenir, qui pourtant pourrait être très intéressant pour des applications photovoltaïques, puisque dans cette direction, le travail de sortie est plus élevé, ce qui pourrait amener des VOC potentiellement plus élevés que si on travaille avec des géométries plus classiques. Donc du coup, ces particules, on peut se débarrasser des surfactants qui ont été utiles pour la croissance des cristaux en les traitant en milieu acide. Donc on va simplement ensuite récupérer la poudre et si on choisit de manière adéquate la solution organique pour les redisperser, on voit ici qu'on a sur cette distribution en taille un pic relativement étroit avec très peu d'agglomération et puis un potentiel zeta donc qui va permettre de caractériser la stabilité des solutions colloïdales qui est supérieur à 30 millivolts, ce qui indique que ces solutions sont stables.
Donc, ce qui est un critère très important si on veut ensuite fabriquer des films et pouvoir les mettre en forme sans être obligé de repréparer les échantillons chaque fois qu'on veut les mettre en œuvre. Donc, du coup, ici, nous avions choisi de faire des dépôts par électrophorèse. Donc, on applique une différence de potentiel entre une électrode de travail et un substrat conducteur. Donc, ici, c'était un substrat d'oxyde d'étain dopé au fluor. Et on voit ici, en 2 minutes, la croissance d'un film qui fait plusieurs microns d'épaisseur et qui présente un bon recouvrement de la surface de l'oxyde transparent. Alors ce procédé est assez séduisant, cependant il présente un inconvénient si on veut envisager un procédé d'industrialisation, puisque en effet on a un procédé multi-étapes avec la mise en œuvre de surfactants et de redispersion, qui ne sont pas forcément des critères très satisfaisants du point de vue applicatif. Donc je vais vous présenter ici un deuxième exemple qui a été développé au cours d'un projet ANR, où les contraintes imposées dans ce projet par des partenaires industriels étaient d'imaginer au moment de la synthèse, de faire le choix du solvant correct du point de vue physico-chimique en termes de viscosité, en termes de tension de surface, pour produire des solutions colloïdales d'oxyde de titane cristallisé qui pourront être déposées par jet d'encre. Donc là, vous l'aurez compris que cette partie du travail a été fortement en interaction avec les travaux de Solène Besson présentés précédemment. Donc on repart de notre précurseur et puis parmi les solvants que l'on peut choisir, il y a cette molécule qui est propylène carbonate. Et donc la difficulté, c'est que notre précurseur ici n'est pas soluble dans ce solvant. On a besoin de rajouter un petit peu d'eau. Et puis finalement, c'était une histoire qui était assez heureuse, puisque ce précurseur-ci peut se décomposer en présence d'eau en cette molécule-là qui est un polyol. Et ce polyol est un bon complexant également des oxydes de métaux de transition. Donc en jouant sur la quantité d'eau, en travaillant à des températures modérées de l'ordre de 120 degrés, donc pendant 2 jours, soit en conditions autogènes, donc il faut imaginer une sorte de cocotte minute, soit à reflux, qui est un procédé classique en chimie. Donc on peut obtenir des solutions colloïdales. Donc ici, en faisant varier la quantité d'eau, on a de ce côté-ci quelque chose qui n'est pas très transparent, mais ici au milieu, des solutions qui sont parfaitement transparentes pour revenir ici vers des solutions de nouveau un peu plus opaques. Donc moyennant cette hydrolyse, on peut donc contrôler ici la taille. On voit que la taille ici est de l'ordre d'une centaine de nanomètres et puis passe par un minimum pour atteindre des tailles que je vous montrerai sur le transparent suivant qui sont inférieures à 10 nanomètres. Donc l'hydrolyse ici permet de contrôler la taille et en même temps, comme ces deux solvants ont des propriétés physico-chimiques très différentes, on a aussi un moyen de contrôler la viscosité. Donc on vérifie par diffraction des rayons X que les particules que l'on a fabriquées ici dans ces solutions sont bien cristallisées, sont de l'anatase. Donc ici des diagrammes, les raies de diffraction sont un petit peu larges parce que, comme vous allez voir ici, les particules sont relativement petites, avec ici une taille centrée sur 5 nanomètres. Alors là, ce n'est pas très visible, je pense, sur la projection. Mais en fait, on retrouve ces petites particules et on note qu'elles sont effectivement cristallisées et on peut vérifier que c'est bien de l'anatase. Donc ces solutions telles quelles donc, sont stables pendant plus d'une année. On a pu montrer qu'on peut les déposer par jet d'encre. Ici, ce sont des carrés de 5 cm par 5 cm avec un revêtement parfaitement recouvrant. Et donc, on a ici un procédé en une seule étape. Donc je vous ai dit qu'on avait cette gestion de l'hydrolyse de ce solvant en celui-ci qui est quasiment déplacé complètement vers la droite. Et donc on a aussi cherché à travailler directement dans ce solvant. Et on voit qu'on peut une nouvelle fois moduler la taille, ici avec des particules encore plus petites. Et ici, quand on augmente la quantité d'eau, quelque chose qui est assez préjudiciable puisqu'on va générer une précipitation assez anarchique
Enfin, c'est anarchique, tout est relatif, hein, parce que les plus grosses particules qu'on observe sont de l'ordre de 12 nanomètres, ce qui n'est pas non plus des micromètres. Hein. Disons que c'est un moyen, la quantité d'eau ici est un moyen de bien piloter à l'échelle fine la cristallisation des particules. Donc ces solutions colloïdales ont donc été mises en œuvre dans des cellules au PV, donc à base de molécules commerciales, donc en architecture inverse. Donc la couche collectrice d'électrons est donc placée en premier, puis l'absorbeur et la couche collectrice d'électrons. Donc ici, je vous présente les résultats en termes de rendement pour les 3 types de particules dont je viens de vous parler, avec un optimum pour la première synthèse qui était menée dans un mélange finalement des 2 solvants et qui donnait un résultat meilleur que pour les particules de plus petite dimension ou bien pour celles dont la distribution était un petit peu plus large. Alors les rendements en soi sont faibles. Hein. L'idée ici, ce n'est pas forcément de faire la course en rendement, mais c'est juste de discriminer dans différents types de solutions et dans différentes épaisseurs celles qui vont avoir les meilleures potentialités. Et donc on a pu montrer qu'en termes de stabilité, ces particules étaient relativement intéressantes puisqu'on pouvait ainsi limiter la chute de rendement à moins de 17% dans une cellule OPV. Voilà, donc je vais conclure. Donc voici donc. J'espère que je vous ai convaincu qu'il n'y a pas que le spin coating à partir d'alkoxyde de titane, qu'il y a d'autres modes d'élaboration et voies de synthèse qui font appel à un contrôle fin de l'hydrolyse et de la condensation d'autres précurseurs qui permettent d'accéder à des particules de taille et de forme bien différenciées, d'orientation cristalline choisie également, et qu'en étant un petit peu adroit dans les choix des solvants, eh bien, on peut arriver à proposer des solutions qui peuvent être intéressantes et innovantes pour le photovoltaïque. Donc pour la suite, évidemment, je pense que ce genre de solutions peuvent trouver un intérêt pour l'élaboration d'autres types de cellules. Et puis, ce qu'on souhaite également faire, c'est appliquer ce genre de chimie à d'autres oxydes de métaux de transition. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. Avez-vous déjà appliqué cette synthèse colloïdale à la silice? Et est-ce qu'on est dans des conditions équivalentes ou pas? Alors, sur le silicium, il y a les conditions d'hydrolyse, enfin les vitesses d'hydrolyse sont assez différentes. Et donc, du coup, sur les alkoxydes, il y a beaucoup de travaux. Enfin, il y a beaucoup de... C'est pas forcément judicieux, il n'y a pas forcément les mêmes enjeux. Mais, D'autres questions? Oui. J'ai une question sur les conductivités. Comment les particules que vous faites, vous faites un sintering derrière? Pardon? Là, elles sont. Est-ce qu'il y a un recuit sur les particules? C'est la conductivité entre particules. Ma question, c'est quelle est la conductivité latérale ou comment se connectent les particules après dans le film? Alors en fait, ces particules, elles ont un cœur TiO2 et elles ont une coquille hydroxylée qui contient sur lesquelles le solvant est en interaction. Et quand on fait un séchage de la couche, un séchage à 150 degrés, on vient créer des liaisons entre les particules qui font que... Je pense que du point de vue de la conduction, c'est pas quelque chose qu'on a regardé forcément. Les couches sur lesquelles on travaille, là, c'est 30 à 50 nanomètres. Je pense que ce qui compte, c'est que le travail de sortie soit à la bonne position et que les électrons puissent transiter là-dedans, quoi. Donc, oui, elles sont connectées, oui. Oui. Elles sont dans la mesure où on n'a pas de court-circuit avec le substrat de toute façon, c'est que bien sûr la conduction passe par le TiO2.
Bien. Alors, avant de remercier tous les orateurs, Denis doit nous dire un petit mot. Donc, vous restez dans la salle. Donc, on remercie tous les orateurs de la session. Je passe la parole à vous.